Des sirènes d'alerte aérienne tout le temps, jour et nuit. Encore 2 morts d'ailleurs dans les environs de la ville cette nuit. Regardez ce que dit le gouverneur. À 10h, les Russes ont frappé une voiture et une maison à Solochiv, un village situé à une quinzaine de kilomètres de la frontière russe, à l'aide de bombes aériennes guidées. L'attaque a tué un homme et une femme qui étaient dans la voiture. 2 septuagénaires ont été blessés également. Nivine Potros, ce qui est très marquant depuis quelques semaines, c'est de voir à quel point l'armée russe attaque d'un bout à l'autre du front. Je disais tout à l'heure, un peu comme pour l'étirer. Exactement, preuve en est les frappes de ces dernières semaines qui, comme ces dernières heures, qui, comme ces dernières semaines, ont visé la ville d'Odessa et celle de Kharkiv, qui sont respectivement situées à plus de 550 km l'une de l'autre à vol d'oiseau. Pour les Ukrainiens, ça signifie tout simplement qu'aucune ville n'est à l'abri d'un tir russe. Ça signifie surtout que la ligne de front s'est étendue et que c'est désormais toute cette zone qu'il faut protéger. Le front en lui-même, on le sait, il mesure plus de 1000 km. C'est donc une très large bande qui est désormais soumise au tir des Russes, sans compter évidemment les centaines d'infrastructures énergétiques qui sont présentes dans l'ensemble du pays. On vous a placé sur cette carte les plus grosses d'entre elles. Les Ukrainiens doivent donc sécuriser l'ensemble de ces sites dont on sait qu'ils sont devenus la cible privilégiée des drones russes. Pour les Ukrainiens, la situation est désormais intenable puisque c'est très compliqué de protéger l'ensemble du territoire, l'ensemble de ces cibles potentielles. La seule arme réellement efficace, selon Kiev, ce sont évidemment les systèmes patriotes que Kiev continue à réclamer à corps et à cri. Leur nombre exact et leur emplacement, évidemment, ne sont pas connus. On sait juste que l'Allemagne en a ou en va en livrer 3 systèmes. Les Pays-Bas et les États-Unis se sont également engagés à livrer plusieurs batteries. On ne connaît pas le nombre exact. On sait qu'il y a un système qui protège Kiev. Pour le reste, les informations sont tenues secrètes. Selon Volodymyr Zelensky, il manque à l'Ukraine 25 systèmes patriotes pour protéger complètement le pays. Pour Dimitro Kuleba, c'est 7 patriotes supplémentaires qui permettraient de sécuriser à minima les grandes villes du pays. Des systèmes qui tardent à arriver alors que les Alliés disposent pourtant de ces ressources. C'est en tout cas ce qu'affirme Kiev, qui aurait identifié plus de 100 patriotes disponibles à l'étranger, notamment en Espagne et en Grèce. Selon le journal El País, Madrid s'apprêterait à livrer un petit nombre de missiles patriotes, mais l'information n'a pas été confirmée par le gouvernement espagnol. Toujours est-il que Kiev continue de mettre la pression sur les alliés pour récupérer des systèmes patriotes, des alliés qui pour l'instant se sont montrés plutôt généreux, puisque outre les patriotes, les Ukrainiens ont quand même reçu plusieurs systèmes de défense aérienne à moyenne portée, douce iristé allemand, des NASAM américains, le fameux système franco-italien des Stampe. À court portée pour viser notamment les drones, les Ukrainiens disposent de plus de 200 lance-missiles Stinger, des Gepard allemands également, les batteries Crotale, mais ce n'est pas assez, expliquent les Ukrainiens. Pour protéger l'ensemble de ce territoire, l'ensemble de ces cibles, il faut d'autres patriotes. Surtout des patriotes. D'ailleurs, Lloyd Austin tente de mettre une petite pression aux pays concernés. On va regarder ça bien évidemment, pour dire aux alliés, envoyez vos batteries. Il y a des pays qui en ont, et ce que nous faisons, c'est de continuer à mobiliser ces pays. J'ai moi-même discuté avec les dirigeants de plusieurs d'entre eux, ici même au cours des 2 dernières semaines, pour les encourager à fournir davantage de matériel. On sait déjà que la Grèce a dit non. Général, une question technique finalement. Une batterie patriote, ça protège à peu près quelle surface de territoire? On peut l'estimer, ça? Détection à 400 km, interception en gros à 100 km. Ouais. En gros. Voilà. Maintenant, sur le débat sur les patriotes, quand on regarde le Military Balance qui vient de sortir, qui est la grande revue d'état des matériels, il semblerait, même si ce n'est pas toujours très clair, que l'Allemagne, par exemple, n'a que 6 batteries. En tant que telle. Elle en a déjà livré une, elle en a promis une autre. Quand on regarde les pays voisins, alors je n'ai pas encore regardé l'Espagne, c'est 1, 2, 3 ou 4. Ouais. Alors je ne sais pas d'où sortent les 100 batteries qu'évoque M. Kuleba. J'ai quelques doutes quand même. Dans le monde, oui.
Mais en Europe, c'est l'Allemagne qui est le plus gros, à ma connaissance, le pays qui en dispose le plus. Et il n'en a que ça. Celui qui en dispose le plus, c'est les... Kouleba, pardon, je vous coupe, mais Kouleba, on a peut-être identifié une centaine, comme pour les fameux 800 000 obus qu'on a pu aller chercher dans des pays qui ne diront pas qu'ils ont été, eux, fournisseurs d'obus. Les États-Unis ont 60 des batteries. Oui, c'est ça. 60. Donc effectivement, il pourra en livrer dans ces cas-là, mais le problème, il n'est pas là aujourd'hui. Je pense que ce qui a été d'ailleurs dit par le général Austin, Lloyd Austin, c'est qu'en fait, on demande aux Européens de faire l'effort nécessaire. Et ce n'est pas les Américains qui vont le faire, même s'ils ont les patriotes disponibles. Alors chacun va donner sa petite part, mais le problème il est là. Est-ce que les Européens sont prêts à redonner une partie de leur matériel à l'Ukraine? Et je prends l'exemple de l'Allemagne. 6 batteries, une de livrée, mais à notre côté, n'oublions pas que ces batteries sont destinées à protéger le pays allemand. Donc voilà, le dilemme, il est énorme. Ensuite, si on fait le bilan, à 1 milliard la batterie, plus 3 millions le missile, ça a aussi un coût financier. Voilà, donc tout ça est dans la balance. Après, c'est des choix politiques. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire ou à ne pas faire? Et ça demande de la ressource humaine aussi. Accessoirement, parce qu'une batterie patriote, c'est pas un gars qui tire sur le bouton. Hein. Non, on n'appuie pas sur le bouton rouge, il faut 80 personnes à peu près. Alors il y aura peut-être une solution si on lit la presse israélienne, la Times of Israel notamment, explique que l'armée israélienne, dans les semaines au plus tard quelques mois qui viennent, va renoncer justement à ces patriotes pour utiliser des systèmes encore plus performants et plus modernes. Donc, est-ce qu'il y aura une possibilité aussi côté israélien, au bout du compte, de fournir des patriotes aux Ukrainiens? Évidemment, j'imagine que c'est une piste sur laquelle vont se lancer les responsables militaires ukrainiens, parce que ce pourrait être une solution si effectivement les Israéliens y renoncent très rapidement en disant que pour eux, c'est déjà dépassé et qu'ils ont, pour le fameux dôme de fer dont on a beaucoup parlé, notamment quand il y a eu l'attaque iranienne, ils auront un système plus performant, mais pour les Ukrainiens... Et on sait combien ils en ont? Non, ils ne disent pas combien ils en ont. Mais en tout cas, on sait que ça a permis justement de faire ce fameux dôme de fer. Donc pour les Ukrainiens, ce serait la divine surprise d'une certaine manière. Louis Duclos, on va se parler franchement, il y a une vraie inquiétude. On a le gouverneur de la région de Kharkiv qui dit on a 20 000 soldats russes qui sont prépositionnés aux alentours. Ils vont tout faire, si ce n'est pour prendre la ville, au moins pour la vider de ses habitants, pouvoir en faire une zone grise. On en a déjà souvent parlé. Il y a une vraie inquiétude. Il y a une urgence vraiment là. Pour Kharkiv, il y a une inquiétude. Pour Odessa également, il y a une inquiétude. Pour autant, il faut voir la capacité militaire de la Russie à prendre une ville comme Kharkiv. Pour rappel, la Russie a été incapable de prendre aucune ville principale de l'Ukraine depuis le début du conflit. Alors on peut parler toujours de Mariupol, mais ils l'ont davantage rasée que prise en réalité. Kharkiv, ils n'ont pas réussi. Kharkiv, c'est une des plus grandes villes, si ce n'est, je crois, la deuxième ville après Kiev, de l'Ukraine. Donc la prendre, ça va prendre, à mon avis, plus que 20 000 hommes. Et en plus, après, il faut la garder, il faut pouvoir l'approvisionner. Donc très, très compliqué. D'accord. Mais en tout cas, la menace est là, et c'est sûr qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers pour l'Ukraine. Évidemment. Alors, on le dit souvent, ils font avec les moyens du bord. Effectivement, les Russes ont eu du mal à prendre un certain nombre de villages et non pas de villes. Enfin, à l'époque, les Ukrainiens avaient ce qu'il fallait pour combattre, autant en termes d'hommes qu'en termes de matériel. On a des vidéos incroyables de la neutralisation d'un drone russe. Ça nous a vraiment frappé. Vous allez voir ça. C'est un avion qui date de Mathusalem. Regardez, il s'appelle le Yak-52. Là, ce qu'on voit général, c'est donc le drone qui a sorti son parachute, là. Le Yak-52, c'est un avion qui date des années 70 à peu près. C'est un bimoteur à hélice et qui est, alors d'après les informations d'Euromaïdan, piloté par des amateurs d'aviation. Sans plus, ils disent, les aviateurs d'Odessa ont probablement utilisé contre le drone russe, imitant les tactiques de la Première Guerre mondiale, avec un pilote à l'avant et un tireur avec une arme de poche sur la banquette arrière. C'est incroyable. Oui, bon, ça fait une belle image.
ça fait une belle opération militaire limitée. D'un autre côté, rappelons-nous bien que les drones ne vont pas très vite pour ceux que l'on vise. Bon, donc c'est une idée imaginative. On a effectivement détruit un drone avec un avion pas fait pour ça, et avec des méthodes à l'ancienne. Mais ça peut marcher, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Maintenant, il ne faut pas quand même se faire d'illusions sur l'implication militaire de cette action. C'est un message aussi pour le peuple ukrainien, puisque c'est largement communiqué. C'est pour montrer que oui, les Ukrainiens, quelles que soient leurs compétences, quel que soit leur métier, ils ont une capacité imaginative de combattre l'ennemi. Et je crois que c'est ça qui est important. Peut-être aussi pour les Européens, ce message, en disant, vous voyez, comme on est vraiment à l'os, en fait, on est en train d'utiliser nos avions qui nous servent pour faire des meetings dans la campagne ukrainienne, quoi. Oui, en fait, c'est extraordinaire. Ils sont en train de nous montrer que même avec un matériel usagé qui date de Mathusalem, qui fait des bruits de casserole, ils sont capables de détruire des drones. Ce qui veut dire que, vous savez, on entend beaucoup, oui, les Ukrainiens ne veulent plus des Patriotes, ils ne veulent plus des F-16 parce que ce serait dépassé. Mais moi, je suis désolé, si on leur fournit des Patriotes, si on leur fournit des F-16 et d'autres matériels, des munitions dont ils ont besoin, ça peut effectivement avoir des conséquences très importantes sur le terrain. Donc même le matériel considéré comme ancien peut servir précisément dans le ciel ukrainien pour la défense aérienne.